C'est l'instant causerie de ce jeudi 19 septembre 2019 avec nous en plateau Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste à la radio Cap-FM. Bonjour. Tu dis bonjour, Olali. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Elia Djeran. Elie, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Olali, bonjour chers téléspectateurs. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre appel. On va parler des implications de la fermeture des frontières du Nigeria, plus précisément des démarches du gouvernement dans ce sens. Jean-Del Etienne Glessoubé, tout à l'heure, vous avez écouté notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforican qui préconisait ou qui prodiguait des conseils, qui trouvait des astuces avec nous dans le cadre de l'adaptation à cette situation. Le Bénin peut bel et bien trouver des solutions pour vivre sans le Nigeria. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. D'entrée de jeu, je voudrais utiliser la pyramide inversée, c'est-à-dire commencer par la conclusion. Le Bénin peut se passer du Nigeria et se porter mieux. Et nos compatriotes vont vivre à l'aise comme cela se doit. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Qu'on ne se trompe pas en disant que sans le Nigeria, que le Bénin ne peut pas se porter mieux. C'est vrai, aucun pays ne peut choisir de vivre en autarcie. C'est une faute. Et ça, j'accuse directement et royalement les gouvernements qui se sont succédés. On ne peut pas, dans un État, mettre dans la tête des concitoyens qu'on doit forcément tendre la main à un pays, qu'on doit forcément vivre en étant dans une situation de dépendance permanente par rapport à un pays. Qu'est-ce que le Nigeria produit? Et sans ça, le Bénin, nos pauvres populations ne peuvent pas vivre. C'est parce que tout le temps, on a développé le commerce vers le Nigeria. On a pris le Nigeria comme notre Dieu. Et quand c'est comme ça, le Nigeria peut décider un beau matin de fermer ses portes pour rien du tout. Mais on a fermé les frontières, ça fait déjà plus de 2 à 3 semaines. Oui, près d'un mois déjà. Mais je n'ai pas appris qu'un compatriote est mort parce qu'on a fermé les frontières du Nigeria. Nous vivons, nous mangeons, on se déplace. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et c'est le moment. C'est vrai, je voudrais saluer la démarche, les implications, tout ce que le gouvernement fait. Mais ce n'est pas une crise diplomatique. C'est une crise économique qui est liée à la politique. C'est pourquoi je dis il est important. Le Nigeria nous offre aujourd'hui une opportunité de repenser encore comment nous vivons à l'interne. Pour moi, c'est une chance. L'essence est passée au-delà à 500. On l'a acheté. Ça veut dire que si on s'y met, on va s'adapter à nos réalités. Pour moi, c'est le moment d'apprendre le consommant local. La dernière fois, j'ai discuté avec un opérateur économique qui me disait vraiment, voilà mes camions qui sont bloqués, je ne peux pas aller vendre mes tomates au Nigeria. Je l'ai laissé ici lamenter. J'ai dit, mais est-ce que tu es sûr que tes compatriotes à l'interne ont fini de consommer cette quantité de tomates-là que tu viens envoyer au Nigeria? Tu te plains pour dire que c'est à quelques mètres de Sénécoudi. Mais rien ne prouve. Depuis aujourd'hui maintenant, va chez une bonne dame pour acheter tomates fraîches à 100 francs. Regardez la quantité. Va acheter de l'oignon pour 100 francs. Regardons la quantité. Va acheter du piment vert pour 25 francs. Regarde la quantité. Ça veut dire que à l'intérieur, il y a des efforts, il y a un travail qui doit se faire. Et nous devons œuvrer pour la promotion de ce que nous-mêmes nous faisons à l'interne. Au lieu de crier pour dire, voilà, quand le Nigeria ferme ses frontières, ça ne va pas pour moi. C'est une situation dont on doit en profiter au contraire. Très bien. Elia Djeran, quelle est la faisabilité du fait de vivre sans le Nigeria? Oui, c'est vrai que c'est connu de tous. Pendant plusieurs années, plusieurs décennies, le Bénin avait de très bons rapports économiques avec le Nigeria. Cette habitude s'est donc inscrite et puis on avait fini par adopter certains comportements où on se disait qu'on ne pouvait pas se passer. Mais il est arrivé qu'avec la situation actuelle, que le Nigeria se détrompe de certains facteurs, lesquels étant aujourd'hui, certains problèmes surviennent dans la vie de normes pour nous faire prendre conscience. C'est peut-être une opportunité que le Nigeria nous offre indirectement. Parce que depuis un très bon moment, c'est vrai, il a bien rappelé, nous n'avons pas
pu nous empêcher de survivre. Mais l'impact économique est là. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dénier. C'est vrai que les difficultés économiques sont là, mais il faut trouver une nouvelle stratégie, compte tenu de la stratégie géopolitique que nous développons avec le Nigeria pour pouvoir nous tirer d'affaire et en réalité redynamiser notre économie à l'interne. Parce que figurez-vous, on ne pourra pas aussi dire qu'aujourd'hui que le problème d'exportation des tomates dont nous sommes en train d'évoquer ne participe pas aujourd'hui à l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous avons pendant plusieurs années assuré des cultures d'exportation. Et même à l'interne, nous qui vivons pour acheter avons des difficultés à bénéficier de ces mêmes produits maraîchers. Donc je crois qu'aujourd'hui que le problème est tout simple. Le Nigeria est toujours dans sa posture, en train de fermer ses frontières, certes, mais nous-mêmes, nous sommes là pour essayer de développer une nouvelle stratégie qui, au fil des années, nous permettra. C'est parce que la décision est tombée comme un coup de massue. On était surpris un peu de la mesure. C'est pour cela, mais je crois qu'en réalité, qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait peut-être reprocher, le gouvernement est déjà en train d'être, était d'abord au chevet, bien évidemment, des producteurs, et aux producteurs eux-mêmes de pouvoir prendre conscience de cela. Et figurez-vous, nous avons des ingénieurs agronomes qui déjà sortent des universités, des spécialistes, qui doivent accompagner les producteurs à assurer aussi, à leur donner les méthodes de conservation de ces produits. Parce qu'on n'avait pas anticipé. Si tant est qu'il y avait déjà des mesures de conservation de nos produits, je crois qu'au moins en 28 jours, on pourrait déjà continuer à conserver ces produits-là en attendant d'explorer d'autres marchés d'exportation pour ne pas être entièrement dépendant du Nigeria. Donc je crois que le diagnostic est là. Les efforts sont en train d'être fournis et je crois que c'est vrai que nous allons en souffrir pour un moment, mais ce n'est pas encore criard. Je crois que la dynamique est toujours en route. Jean-Del Etienne Glossougui, on sait qu'à l'université, il y a eu des travaux de recherche sur la conservation des produits de consommation locale. C'est le moment plus que jamais de pouvoir se rapprocher des producteurs et de leur expliquer ces différentes méthodes. Non, et c'est d'ailleurs ce que le ministre Gaston Dossoui a fait avec sa collègue de l'industrie et du commerce pour aller rencontrer les maraîchers, les producteurs de tomates et leur dire on peut transformer, on peut conserver la tomate chez nous. Est-ce que ce ne sont pas des pistes de solutions pour s'adapter à la situation? Je pense que c'est ce qui est même normal de faire. Au lieu de courir derrière un État pour dire on veut qu'on ouvre les frontières, non, non, non. Il faut s'adapter aux réalités. Parce que pour moi, c'est même important que le Bénin aussi fasse l'effort, que d'autres pays dépendent de nous, que ça ne soit plus forcément l'inverse. Et donc, si à l'interne, on arrive à expliquer à nos producteurs qu'eux-mêmes, ils peuvent conserver les produits durant une période bien déterminée, qui non seulement permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Ça fait partie des objectifs des ODD. Et je pense que à l'interne, il arrive des moments où le produit est là, mais le monsieur dit, je veux l'envoyer au Nigeria, je veux l'envoyer au Togo, au Niger, au Burkina. Et il refuse, il y a des gens qui produisent à l'intérieur, mais qui refusent d'assurer la commercialisation à l'intérieur du pays. Parce qu'ils estiment que, bon, à l'extérieur, là, le coût est plus élevé. Mais alors, il se pose des problèmes à l'interne. C'est le moment de se réadapter à la situation. C'est pourquoi la démarche du gouvernement, elle est louable, elle est la bienvenue pour que ces différents producteurs à la base, on puisse les aider à apprendre. Il y en a qui le savent si bien, mais il y en a qui ne maîtrisent pas toutes les pratiques. Surtout que conserver un produit, ce n'est pas tel que tu l'as fait pour un produit X, que tu le feras pour un autre Y. Et donc, il y a assez de particularités. Je voudrais dire, mais lorsqu'on ferme les frontières du Nigeria, ça se sent directement sur le produit relaté qu'on appelle paillot affectueusement. Aujourd'hui, l'essence est déjà passée à 475, 500 francs au bord de voie. Hein. Alors qu'au début, on l'a acheté à 800, à 1200 à Boycon, à 1500 à Dassa. Et donc, si à Cotonou, déjà, c'est à 475, imaginez que vers mes parents de Didja et autres, là, que déjà Boycon vers Dassa, que ce n'est plus à 1200, 1500, mais que le coût aussi, ça redescend. Mais lorsque moi j'étais plus jeune, l'essence n'était pas à 350, 400 francs, comme on est habitué aujourd'hui. Non, l'essence était à 250. Donc ça veut dire qu'avec le temps, ça dit, cela a pris du coup à cause de certaines réalités.
considérons que ce n'est pas parce que le Nigeria a fermé ses frontières, mais c'est à cause de la croissance économique que l'essence a pris un coup et on s'adapte à ces réalités-là. On vit avec. Parce que si on encourage nos gouvernants à aller négocier, à aller faire la courbette, à aller tendre la main pour dire ouvrez-nous les frontières, c'est se tromper d'époque. C'est comme si on ne peut pas nous-mêmes à aucun moment de vivre comme cela se doit. Et ce qui est gênant, ce n'est pas qu'à l'intérieur, l'autosuffisance alimentaire est assurée. Et qu'on se permette le vilain luxe d'alimenter d'autres marchés, d'alimenter d'autres peuples. Donc c'est le monde des affaires, dit-on. Non, c'est le monde des affaires, mais un État sérieux ne peut pas toutefois cautionner cela. Au moment où on encourage les producteurs à aller vendre près de 95% de leur récolte à l'extérieur, alors qui va produire et laisser à l'interne pour assurer la consommation des Béninois? Point d'interrogation. Et donc, du coup, il se pose un véritable problème. Il y a l'exemple de quelques produits sur le marché qui, ces derniers jours, le prix a baissé, la quantité a augmenté. Ça veut dire qu'il est important. C'est pas une bonne nouvelle pour les producteurs, hein, parce qu'ils ont investi au champ, ils ont acheté des Non. pesticides. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, c'est assurer la transformation aussi à l'intérieur. Parce que ce n'est pas bien lorsque le Béninois, il va au marché et il dit, c'est le riz qui est dans le sachet que je veux. Alors qu'il trouve le riz local qui est fait au Bénin local, il trouve ça, il estime que non, que ça là, ce n'est pas de bonne qualité. Il faut aussi inculquer à nos compatriotes qu'il faut la consommation locale et c'est à partir de ces faits-là. Très bien. Elie Adjiran, quelle politique d'adaptation faut opter? Il faudrait d'abord aussi rectifier quelque chose, enfin revenir sur un point que disait tout à l'heure mon vis-à-vis. Empêcher la négociation avec l'extérieur, la sous-région, n'est pas forcément la solution. Il faut d'abord poursuivre le dialogue. La diplomatie doit rester toujours active, tout en trouvant un autre mécanisme à l'interne pour essayer de concilier les deux face aux problèmes auxquels on est assujetti. Parce que on ne peut pas se dire que la solution soit aussi caduque comme nous le souhaitons. Parce qu'au-delà du tout, nous avons une histoire avec le Nigeria. Et nos producteurs qui étaient là avaient déjà enclenché certains processus qui leur permettaient déjà d'envoyer certains produits à l'international. Donc je crois que c'est progressivement cela doit se faire. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit. Et aujourd'hui, on dit un flic ne dévoile jamais toutes ses stratégies vis-à-vis de son adversaire. C'est vrai que nos ministres et les ministres de l'Agriculture et son collègue du commerce étaient déjà au chevet donc des producteurs. Beaucoup de mesures sont déjà envisagées. On les a vus à Sabekoji, dans le Mono. Et c'est une tournée. Même aujourd'hui, ils seront avec les producteurs du tubercule à Glazoui. Ça voudrait dire que tous les grands produits sont en train d'être explorés et les grands marchés, les nouveaux marchés d'exportation sont en train d'être explorés. Donc on pourrait déjà espérer que dans les tout prochains jours, les choses puissent décoller. Mais déjà, ce qu'il faut d'abord rassurer, c'est déjà rendre plus confiants nos Béninois pour dire que les problèmes auxquels on est en train donc de traverser ou auxquels on est en train de faire face sont déjà pour un temps et d'ici peu les choses vont donc bien décoller. Si tant est que l'ouverture de la frontière venait, ça viendra davantage améliorer et accélérer bien sûr la recherche de la solution qu'on est en train d'envisager. Mais sans quoi pour l'heure, je crois que la recherche de la transformation, il faut d'abord opter pour la conservation à long terme et plus tard assurer sa transformation. Parce qu'on a toujours des produits que nous produisons et déjà une fois terminés, après 2 semaines, une fois qu'on n'arrive pas, à les évacuer, ça pose des problèmes. Donc je crois que c'est tous ces problèmes-là qu'il faut donc chercher donc à pouvoir corriger. Et déjà la volonté donc du gouvernement est très claire. Une fois rencontrés les producteurs, leur trouver autre moyen donc d'adaptation à la nouvelle dynamique donc des problèmes d'avancement pour essayer donc de sortir le Bénin de son ornière. Jandel Etienne Glessoubé, quel peut être l'impact de cette démarche gouvernementale? Non, avant de revenir à l'impact, vous savez, il y a quelque chose que les Béninois n'arrivent pas à comprendre. Il y en a qui disent, mais il faudrait qu'on puisse nous éclairer pour dire, voilà les raisons pour lesquelles le Nigeria décide de fermer ses frontières. Ce n'est pas la première fois. C'est vrai, cette fois-ci, ça a duré. Mais pourquoi chaque fois le Nigeria peut décider de fermer ses frontières et que le Bénin, lui, ne décide pas de le faire?
Mais c'est ça qu'il faut expliquer à nos C'est compatriotes. vrai que dans cet espace-là, dans cet espace de la CEDEAO, ce n'est que le Nigeria qui est habitué à cette manière. Alors, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et autres ne le font pas. Le Nigeria n'est pas le seul pays dans l'espace de la CEDEAO. Mais pourquoi c'est le Nigeria seul qui le fait? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que nos gouvernants n'ont pas réfléchi à long terme par le passé. Parce que si on est habitué à ça, mais il fallait dire au Nigeria, quand tu le fais, on peut suivre. Si ce n'est qu'il n'y a pas d'implication, qu'il n'y a pas de souffrance à l'interne, vous pensez qu'un pays comme le Nigeria va se permettre toutes les fois quand il y a une situation de fermer les frontières? Non. En dépit de tout, à l'externe, quand on dit un pays ferme ses frontières à un autre, c'est comme s'il y a un problème diplomatique. C'est comme s'il y a véritablement un problème. Et donc, du coup, on ne peut pas, dans cette démarche-là, espérer que chaque fois que ça revienne et qu'on va négocier, mais ce n'est pas quand même le gouvernement des centrales syndicales. Donc, on espère se retrouver à l'Infosep pour des rondes de négociation toutes les fois. C'est pour ça que je dis... Elie mettait la censure, la permanence du dialogue. Oui, mais il faut... Non, on ne va pas les prendre en ennemi. Mais il faut qu'on arrive à se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, quand le Nigeria va fermer ses frontières, ça ne dira rien au Bénin. C'est-à-dire qu'on se mette déjà dans cette posture-là. Parce qu'il faudrait que les Béninois puissent commencer par se mettre en tête qu'on peut se passer du Nigeria et vivre. Pour ça même si ça arrive après, là, c'est comme, c'est-à-dire, un non-événement qui ne va rien faire. Et donc, l'implication des actes du gouvernement, c'est que nos compatriotes puissent s'adapter en même temps à la réalité. D'abord, lorsqu'ils doivent produire, il faut tenir compte de ça. Et l'autre chose, il faut chercher d'autres débouchés à part le Nigeria. Le Nigeria n'est pas le seul pays de la sous-région vers lequel on peut exporter les produits. Il y a d'autres pays également. Et quand les ministres étaient dans le mono, ils ont exploré d'autres pistes. En me demandant aux producteurs, vous pouvez par exemple chercher d'autres pays pour commencer par négocier avant d'autres récoltes. Je pense que c'est ça. On a tellement vanté les mérites du Nigeria, le géant voisin. Et donc, quand mon pauvre parent au village, quand il cultive pour lui, le seul pays vers lequel il peut exporter, c'est le Nigeria. Non, il faut diversifier également la destination pour que ça ne soit plus forcément... Mais lorsque, même à l'interne, toi, tu ne fais que vendre, envoyer tes produits uniquement dans ton coin, mais finalement, tu n'es pas un bon commerçant. Il faut chercher d'autres débouchés et le gouvernement est en train de les amener à changer la pratique et l'option pour que finalement, là, que ça ne soit plus un problème, mais plutôt le Nigeria nous aide à réouvrir nos yeux et à penser autrement. Alors, Elie Adjiran, c'est le moment d'explorer davantage d'autres marchés de l'Interland. Bien sûr, je crois que l'heure a sonné, c'est quand même notre heure de victoire, si on le dira, mais je crois que ça va se faire de façon progressive. Nous sommes déjà face aux faits, on a déjà le dos au mur, et déjà face à notre difficulté, je crois que ce n'est pas moi, je parle de nos gouverneurs. Évidemment. Ils sont déjà à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler au quotidien pour essayer de le faire. Mais je crois que le dialogue continue et certainement d'ici quelques jours, on aura plus de résultats. À défaut de pouvoir en même temps changer toute la solution comme on le souhaite, au moins on aura quand même un effort d'avancement dans la négociation. Mais on parlait tout à l'heure du marché de l'Interland. On sait qu'il y a un port sec à Parakou qui a été mis en service il y a de cela quelques mois. C'est le moment aussi d'échanger davantage, non, avec les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il faudrait peut-être solidarité sous-régionale pour se souder les coudes, non? Je crois que cela est même inscrit dans l'objectif de la CEDEAO. Parce que le port sec de Parakou, par exemple, est supposé fluidifier encore les échanges, faciliter la tâche aux pays de l'Interland. Bien évidemment. C'est vrai que les politiques sont là. Il ne reste juste que leurs applications. Et déjà, leurs applications dépendent bien évidemment aussi de la politique étatique et aussi sous-régionale. Parce qu'on est nous sommes dans un système où on ne peut pas unilatéralement prendre des décisions. Je crois que c'est cela le problème. Sinon, si ça ne suffisait qu'au Bénin, il faut aussi rappeler, ce n'est pas que vers le Bénin seul que la frontière est fermée. Le Nigeria a fermé ses frontières vers beaucoup d'autres pays. Mais seulement tous ses voisins. En fait, tous ses voisins. Mais on ne sent pas
les mêmes, on ne sent pas les mêmes souffrances parce que ça dépend de quel type de rapport chaque pays développe avec ce Nigeria-là. C'est parce que depuis plusieurs années, le Nigeria se disait que à chaque instant, lorsqu'il ferme sa frontière, le Bénin en ressent davantage parce que nous-mêmes, tous nos produits sont envoyés là-bas. C'est pour ça que nous le ressentons fermement. Je crois que c'est l'heure qui a sonné pour le Bénin également, donc de pouvoir envisager notre pays. Et je crois que le ministre dessous, il a rappelé bien évidemment aux producteurs d'ananas désormais de rechercher les produits maghrébiens pour également exporter ces mêmes produits-là. Je crois que après toute sa tournée, un point sera fait. Une rencontre sera donc faite avec les acteurs en la matière pour essayer donc de pouvoir peaufiner davantage quelle serait la meilleure stratégie. Et déjà, l'heure est également sonnée pour le Bénin d'assurer la transformation. Parce que si nous arrivons à faire la transformation, parce que déjà, une fois même le produit transformé, on peut essayer quand même de le mettre sur plusieurs autres formes d'utilisation et d'usage. Et ça nous permettra également donc d'assurer les pertes de produits comme nous sommes en train de l'avoir là. Donc je crois que le développement aussi, c'est cela. Ça a un coût. Il faut pouvoir forcément passer par la souffrance avant d'atteindre son heure de gloire. Donc je suppose que c'est à ça qu'on est en train donc de faire face actuellement. C'est vrai que sur cette question, le gouvernement est au chevet des agriculteurs et comme vous l'avez dit, on aura plus d'éléments les jours à venir. Et ce même gouvernement continue de réfléchir sur la politique nationale de développement du pays. On sait qu'il y a un programme important en cours d'exécution, le projet asphaltage. Il y a aussi des questions liées à l'éclairage public pour lutter contre l'insécurité et pour permettre aux usagers de circuler librement, même la nuit. Et tout ça là, ça a un lien. Le gouvernement qui a décidé de sortir les grands moyens, il y a 20 milliards de nos francs CFA pour l'éclairage public, pour l'asphaltage et pour des équipements de sécurité. D'abord, lorsqu'on réfléchit sur la mise en œuvre du projet asphaltage, certains se disent que, vu un peu la dimension des chantiers, ça ne finirait peut-être pas. Est-ce que ces montants-là qui ont été mobilisés vont davantage rassurer de ce qu'effectivement ça ne va pas se solder en éléphant blanc? Ce qui est sûr, le ministre Donato était sur le terrain, je crois, cette semaine, le mardi. Et puis, si vous voyez déjà le niveau d'avancement des travaux, c'est clair. Je crois que le constat est là. Et dans tout le pays, quand vous passez dans une zone, vous constatez déjà les œuvres de l'asphaltage. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces 20 milliards viendront en réalité améliorer et parfaire déjà l'ambition donc du gouvernement à travers donc la réalisation des infrastructures et la sécurité sur nos axes routiers. Mais ce qui me réjouit d'abord, c'est d'abord également le contrat qui est signé avec des entreprises locales, notamment ADOT par exemple, qui vient de gagner un marché pour assurer. Parce que beaucoup disent que depuis que le gouvernement est là, le gouvernement travaille avec des entreprises étrangères, mais il faut de la compétence. Donc là, ça montre qu'il y a en réalité un rapprochement aussi bien de toutes les compétences. Donc, si tu as une compétence, le gouvernement t'identifie, il te fait rappel. Et c'est ça le problème. Si aujourd'hui, nous voyons déjà l'enjeu que revêt déjà ces 20 milliards, on peut déjà se dire que la question de l'électrification n'est plus un problème à négocier. Parce que déjà, c'est rien que des panneaux solaires. On pourra bénéficier déjà de la lumière naturelle pour pouvoir donc fournir de l'énergie et assurer la sécurité. Mieux, lorsqu'on parle également de la sécurité sur nos axes routiers, ça prend en compte le volet et pavage, le volet panneaux de signalisation, etc. Parce que quand vous prenez nos axes... Les caniveaux, ainsi de suite, il faudrait que la chaussée soit bien faite. Bien évidemment, parce que le problème de nos citoyens aussi, on peut bel et bien réaliser les infrastructures si les gens n'ont pas les panneaux de signalisation, les niveaux de stationnement. Conformément au respect donc, du code de la route, il peut y avoir donc des cas d'accident qui pourront donc encore détruire ces infrastructures-là. Et les gens n'arrivent pas à en assurer leur prise en charge. Donc je crois que le projet asphaltage prend en compte tout ce volet, c'est un pack. Outre la réalisation des infrastructures, il faut aussi donc assurer leur éclairage et aussi ces panneaux de signalisation. Donc je crois que le gouvernement est dans sa posture d'avancement et le rôle est déjà là. On peut déjà s'assurer que d'ici quelques années, le Bénin deviendra vraiment vert et il n'y aura pas d'éléphant blanc. Ça, j'en suis rassuré. Chandel Etienne Glessoubé. Non, qui vous a dit qu'il y aura d'éléphants blancs pour ce projet asphaltage? Il n'y en aura pas. Parce que quand vous regardez même depuis le début, la conception, jusqu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, tout était préparé. On sent qu'il n'y a pas eu de la précipitation dans la mise en œuvre du projet.
toutes les communes ont été mises à contribution. Je me rappelle, il y avait eu la convention accord-cadre entre l'État et les communes avant d'entamer, parce que l'État voulait garder la maîtrise d'ouvrage déléguée pour pouvoir assurer et faire un suivi rigoureux de ces chantiers-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette commune-là au Bénin qui ne bénéficie pas de quelques kilomètres d'aménagement et d'assainissement. Et je pense qu'il faut saluer et encourager le gouvernement. Parce que l'assainissement est une question très cruciale. Quand vous descendez dans une commune et vous achetez une moto et qu'au bout de 6 mois, la moto est déjà amortie, ce n'est pas parce que vous ne faites pas bien vos vidanges, mais c'est parce que la route, elle est impraticable. Et tout ça, ça crée des problèmes pour les véhicules et pour les motos également. Et du coup, au-delà de dire l'État s'occupe uniquement des routes inter-États, aujourd'hui, la particularité, c'est que dans les agglomérations, on passe à l'assainissement et à l'urbanisation. Ça veut dire que même ceux qui vivent à l'intérieur des communautés bénéficient également de la prospérité partagée. Il y a des régions où 20 ans en arrière, même 5 ans, tu poses la question à un habitant, il te dira, je ne sais pas quand est-ce que kilomètre de route de pavé passera par ici. Parce qu'on n'a pas eu l'ingéniosité de développer notre réflexion un peu plus loin pour dire, au-delà de tout, il faut penser autrement. Et j'ai écouté quelqu'un qui dit, mais le mot asphaltage, là, est-ce que ça a existé dans le dictionnaire? Parce que c'est autant de Patrice Talon que moi, j'ai entendu ce nom. J'ai dit oui, mais ça veut dire que c'est le sens de la créativité. On a parlé de gouvernement maquette, la réalité, elle est là. Aujourd'hui, à travers ce ce contrat-là, 20 milliards, ne serait-ce que pour renforcer la mise en œuvre du projet et surtout assurer l'électrification, c'est une opportunité. Parce que quand tu descends dans une ville comme Cotonou, la capitale économique, vraiment, quand on voit ce qui s'y passe, ce n'est pas du tout bien. Mais il faut rappeler qu'au-delà de tout, c'est vrai, les entreprises sélectionnées, ils font le travail, mais à part endroit, il faut renforcer le suivi. Parce qu'on ne peut pas vouloir, c'est vrai, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, mais lorsque vous mettez plus la population en difficulté, et quand vous creusez de gauche à droite, sans laisser des espaces pour permettre aux riverains d'aller chez eux, je pense qu'il y a assez de grincement dedans à ces niveaux-là. Et je salue le dynamisme du ministre Donato qui ne cesse d'opérer des descentes sur le terrain. Je l'ai suivi à Calavi, il a boudé, il s'est énervé, il a donné des instructions fermes. Et une semaine après, il est revenu pour voir si cela a été suivi. Il a menacé de rompre le contrat avec l'entreprise si dans 7 jours, on ne trouve pas de déviation adéquate pour la population. Je pense qu'il faut aller dans ce sens et demander aux entreprises eux-mêmes de faire preuve de responsabilité. On n'a pas besoin de vous dire créer des déviations pour les riverains. Vous êtes dans une agglomération, vous travaillez, c'est la chose la plus normale parce que le gouvernement ne veut pas investir des milliards pour réaliser ces infrastructures et vous qui êtes sur le terrain, qui êtes en train de travailler, vous allez encore créer des souffrances aux gens. Je pense qu'il faut rester dans la même vision, dans la même logique que le gouvernement pour dire que c'est soulager la peine de ses concitoyens. Et la chose qui m'a, c'est-à-dire la plus marquée, dans un passé récent, dans mon pays, on dit, lorsque cette commune-là n'est pas dans la danse, ne bénéficie pas des infrastructures. Oui. J'ai constaté que, c'est-à-dire, toutes les communes, toutes les 77 communes du Bénin ont bénéficié du projet asphaltage. Tous les arrondissements ne peuvent pas, mais toutes les communes ont bénéficié. C'est à l'article. Ça veut dire que le gouvernement ne fait pas la part des choses pour dire ce maire est opposant, ce maire est mouvancier. Non. Très bien. Elia Djeran, oui, le gouvernement a mobilisé 20 milliards supplémentaires dans le cadre de l'achèvement de ces projets, mais la qualité importe beaucoup, la qualité surtout. Justement, vous allez voir, c'est des étapes et les choses évoluent à pas géant. Parce que, figurez-vous, ils ont d'abord présenté la maquette. La maquette est faite. Beaucoup croyaient que c'était de l'utopie. Et je se disais que c'est de l'utopie. Au Bénin, on ne peut pas avoir ça. On est habitué déjà
au fanfarisme. Les activités ont démarré. Sans grande communication, les œuvres ont été donc réalisées. Quelques descentes et nous voyons aujourd'hui les résultats. Aujourd'hui, le gouvernement, toujours dans sa dynamique, veut investir encore 20 milliards pour assurer donc l'électrification. Donc je crois que les choses évoluent progressivement. Mieux, l'autre étape qui m'intéresse davantage, c'est après la réalisation donc et la mise en service donc de toutes ces infrastructures, les suivis. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de suivi dans ce sens-là. Et déjà, quelqu'un qui détruit les infrastructures puisse donc assurer sa réparation. Parce que c'est aussi ça le problème. Une question est de pouvoir réaliser les infrastructures. Une question est également donc d'en assurer véritablement sa protection et son usage. Donc, je crois que la question que vous posez aujourd'hui montre véritablement la volonté donc du gouvernement d'aller très loin. Et il n'y a pas de position, il n'y a pas de région, ce n'est que le Bénin qui compte. Et c'est déjà un produit qui a été déjà bien réparti avec un projet bien pensé. Et je crois qu'au fait que tous les Béninois peuvent se sentir vraiment à l'aise d'assurer vraiment une bonne activité commerciale en ayant donc une bonne infrastructure routière. Et c'est ça le... Lorsqu'on parle de la qualité, on sait qu'il y a de cela des années, on fait parfois des voies bitumées qui se dégradent au bout de quelques mois. Justement, parce que déjà, lorsque vous faites après 2 ou 3 pluies, on constate déjà que les pavés déjà réalisés s'enlèvent, et puis même les autoroutes, et puis même les véhicules qui passent sur ces tronçons-là créent beaucoup d'accidents. Pas parce que forcément ils n'ont pas la conduite, mais simplement parce que déjà il y a quelques petites déviations, des mauvais placements. Donc je crois que l'accent est mis, et je crois que le critère du choix même de ces entreprises est déjà bien fait, et aucune entreprise n'a été choisie à tout hasard. Si aujourd'hui nous avons des entreprises locales qui ont pu bénéficier donc de ces marchés-là, l'occasion leur est à nouveau offerte de renouveler cette confiance au gouvernement, de montrer qu'ils ont vraiment le savoir-faire et quitte à eux donc de pouvoir justifier de leur savoir-faire. L'accent doit être mis sur la confiance et déjà aussi donc sur la qualité dans la réalisation des œuvres. Effectivement, dans la réalisation de ce projet, toujours le gouvernement a parlé des équipements de sécurité. Par ce geste, nous comprenons bien sûr que la lutte contre le grand banditisme doit se renforcer. L'insécurité règne parce qu'il n'y a pas de la lumière. C'est pour ça qu'on demande à chaque citoyen de mettre au moins ne serait-ce qu'une lumière devant sa maison. Mais lorsque nous réalisons les infrastructures et que sur une dizaine de kilomètres, il n'y a pas de la lumière, c'est vrai, ça facilite la circulation, les gens ne rencontrent plus de difficultés pour aller chez eux, mais sans la lumière, on est toujours exposé à l'insécurité. Ça veut dire que le gouvernement est dans une méthode progressive et tout est prévu. Si on arrive à réaliser l'infrastructure et qu'il y a de la lumière, non seulement ça rend moderne la cité, mais également les hors-la-loi ne pourront pas opérer sur ces tronçons-là. Parce que quand c'est sous une lumière, ils ne peuvent pas commettre leur forfait. Et l'autre aspect qui est important, il ne suffit pas de réaliser, comme l'a dit mon cher ami, que ce soit les panneaux. Quand vous prenez la voie Godomé-Carrefour pour aller vers Akasato, Mississinto, mais on a installé, il y a de la lumière. Mais aujourd'hui, malheureusement, à peine tu vas compter une dizaine qui s'allument encore. Il y en a même qui n'existent plus. Il faut accélérer la procédure c'est-à-dire celui qui détruit doit réparer en même temps. Et il faut mettre à contribution les collectivités à la base. Les communes, oui, mais lorsqu'on détruit l'édifice, c'est dans un quartier. Il faut commencer par mettre à contribution depuis la base les élus locaux. Aussi l'entretien régulier. Lorsqu'on a des voies pavées et qu'on trouve du sable qui se situe de long de la voie sur plusieurs kilomètres, il ne faut pas attendre forcément pour dire c'est l'État qui va envoyer les moyens, c'est la mairie qui va envoyer les moyens. C'est pourquoi la période révolutionnaire, il y a des aspects que nous devons copier. Pourquoi les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire ne peuvent pas se retrouver en association et assurer le nettoyage de ces rues-là. Et donc c'est aussi important. Le gouvernement est en train d'investir des milliards
Mais il faut accompagner le gouvernement par le suivi et l'entretien régulier. Et là, il faudrait déjà que les communes puissent insérer dans leur budget, puissent trouver des lignes budgétaires pour assurer l'entretien des voies, l'entretien des rues qui sont en train d'être réalisées dans le cadre du projet asphaltage. Sinon, ça ne serait que noyer les efforts du gouvernement. Lorsqu'on réalise et qu'après 1 an, on passe sur la voie et qu'il n'y a plus de la lumière, il n'y a que du sable, ça ne donne pas de la valeur à l'investissement que le gouvernement a mûri des réflexions pour opérer. Et donc, le gouvernement, les communes à la base doivent s'inscrire dans la même dynamique que l'État central pour accompagner l'entretien régulier de l'infrastructure. On voit effectivement dans ce sens des feux tricolores parfois vandalisés par des citoyens. Sur la voie Godomé à Kassato, par exemple, qu'il a ciblé tout à l'heure, il y a des gros porteurs qui en ont détruit beaucoup. Je parle des lampadaires. Elia Djeran, effectivement, les élus locaux doivent accompagner le gouvernement, non? Il faut forcément la veille citoyenne. Parce que là, à des moments donnés... Même les citoyens, tout simplement, doivent être mus par une bonne foi. Bien sûr, parce que vous voyez, quand les gens posent ces actes de vandalisme, ils finissent, ils disparaissent. Parce que simplement, ils n'ont pas envie donc de réparer les infrastructures publiques qui viennent donc de détruire. Je crois que les citoyens vivent dans les quartiers, connaissent à peu près les gens, même les bonnes dames qui sont aux abords des routes, savent à peu près, ça dit, sont témoins au moins donc de ces dégâts-là, peuvent donner des itinéraires à la police pour essayer de pouvoir poursuivre donc les enquêtes et mettre la main sur ces personnes-là. Donc je crois qu'au fait que c'est des comportements qu'on doit essayer donc de beaucoup inculquer et amener donc les gens à changer véritablement de mentalité. Parce que déjà, ce n'est pas par volonté qu'on va en réalité détruire des infrastructures, oui, mais certaines personnes aussi boivent, ils sont saoulés au volant et c'est ça qui crée donc de ces cas donc de dégâts dont nous observons là. Donc je crois qu'en réalité, il faut que chaque citoyen puisse se remettre dans une nouvelle position pour dire que certaines valeurs citoyennes qu'on a déjà eues dans la période révolutionnaire doivent en réalité revenir dans nos habitudes, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on dise que un bien public réalisé, c'est l'argent du contribuable. Et déjà, on n'en a pas le droit, ou on n'a pas le droit de le détruire comme cela. Si nous le faisons, il faudrait dire que les autorités aillent jusqu'à la dernière rigueur, censurer et pouvoir donc amener tout le monde à jouir pleinement donc du bien donné donc à la population. Très bien, merci Elia Djeran, vous êtes journaliste ici à E-Télé, merci d'être passé sur ce plateau. En face de vous, Jandel Etienne Glessoubé également était avec nous depuis le début de cette causerie. Merci Jandel, vous êtes journaliste à Cap FM, merci d'être venu. Merci.